Nous avons mis l'agriculture au cœur de notre stratégie d'agriculture. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action, même si ce n'est pas suffisamment clair en termes de dans le programme, le plan d'action, un programme ne peut pas tout prendre. Le plan d'action, notamment dans la définition de commissions, au niveau du JICAM, il y a une commission spécialisée dans l'agriculture. C'est vous dire que la problématique de l'agriculture est vraiment prise en compte dans la nouvelle dynamique. Et quand on parle d'agriculture, on a parlé du problème foncier. Et c'est dans la raison pour laquelle nous allons pouvoir travailler avec le gouvernement pour qu'on sorte définitivement de cette problématique, de ce slogan-là et de cette situation où on a des titres fonciers qui n'ont pas de valeur. Pourtant, un titre foncier, c'est un actif sûr. Et on ne peut pas comprendre qu'il y ait des terrains qui ont plusieurs titres fonciers, ou alors c'est la même personne qui a signé un titre foncier et qui le lendemain l'annule. Ça pose un problème de fiabilité, d'assurance, de confiance. D'abord avec les partenaires, parce que lorsque vous avez besoin de partenaires à l'étranger, vous apportez un actif. Ici, demain, cet actif n'a pas d'assurance, c'est compliqué. Donc, pour revenir au slogan, un patron, une plantation, c'était bien un slogan. Nous voulons sortir des slogans pour en faire plutôt des réalités. L'agriculture, ce n'est pas un slogan, c'est un métier. C'est une profession. On doit construire. On doit se donner les moyens. Et on ne peut pas dire un patron, une plantation. Il y en a qui sont faits pour être agriculteurs. Il y en a qui sont patrons parce qu'ils sont des ingénieurs. Il y en a qui sont patrons parce qu'ils sont des consultants. Il y en a, on ne peut pas dire un patron, une plantation. Il faut plutôt trouver le moyen de faire en sorte qu'ils sont spécialisés, le font correctement, on leur donne les moyens de le faire et que on sorte des slogans. Donc, je ne sais pas si j'ai donc dit ressusciter, non, mais c'est plutôt essayer de le prendre en compte, mais le rendre plus opérationnel, le professionnaliser. La question fiscale a déjà été dit, mais ce que je pourrais juste rajouter, c'est de dire que le système, il doit changer. Le système, il n'est pas bon, il doit changer. Et tant qu'on ne change pas, c'est un système aujourd'hui qui alimente l'informel. C'est tout ce que je peux dire. Notre système fiscal aujourd'hui génère l'informel. Soit les gens sont totalement, partiellement dans l'informel parce que lui, il empêche. On ne peut pas venir dans un système où tout de suite vous allez prendre tout votre revenu. L'État va tout prendre. C'est pour cela que les gens s'orientent avec des dérogations, avec des facilitations. Justement, s'orientent avec les lois, notamment la loi d'avril 2013, dans laquelle c'est devenu le refuge pour les entreprises pour ne pas payer l'impôt. Donc, nous voulons donc changer fondamentalement notre système fiscal et je crois que les propositions qui ont été faites, on peut dire que l'État a pris en compte un certain nombre. D'autres, ils l'ont compris, ils ne le mettent pas en œuvre parce qu'ils ont des contraintes budgétaires. Mais c'est en même temps le serpent qui se mord la queue. On dit, voilà, si on enlève ça aujourd'hui, on va perdre des recettes, mais en fait, ça va permettre de créer la richesse qui va permettre de compenser. C'est dans ce pacte-là que nous voulons faire avec l'État, ce pacte de confiance qui permet à l'État de dire, chiche, mettez en œuvre ce que le patronat vous dit, parce que ce n'est pas du bluff, parce que ça se passe ailleurs, et voyons ensemble ce que l'on a. Je veux donc que, ensemble avec l'État, nous essayons d'avoir ce pacte de confiance-là, en leur disant, essayons ça, et puis à la fin, est-ce que nous ne sommes pas capables de vous donner plus de recettes pour naviguer et réduire notamment cette enveloppe-là, cette obésité-là de l'informel. Nous avons des propositions pour cela et qu'on nous fasse confiance.
La différence qu'il y a entre le Cameroun et des pays, notre cousin qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et l'une des différences fondamentales, c'est que la capitale politique et la capitale économique, tous sont au même endroit. Donc, les hommes d'affaires côtoient tous les jours les ministres. Les enfants se connaissent parce qu'ils vont à l'école ensemble. Donc, tout de suite, les choses sont plus faciles. Notre pays a créé cette fracture. Ce qui fait que lorsque les hommes, nous nous déplaçons à Yaoundé, on va toujours pour régler des problèmes. Lorsqu'ils viennent ici, c'est aussi pour justifier des choses. Donc on est dans... Ça crée tout de suite un conflit spatial. Et jusqu'à présent, il y a eu le CBF qui a été créé depuis 10 ans. Si vous savez qui a créé le CBF, ce n'est pas nous. C'est les partenaires de développement, notamment la SFI, avec le gouvernement, qui ont créé le CBF. Plateforme pour discuter des questions. L'objectif du CBF, les résultats sont là, n'ont pas été atteints. Donc, si vous créez quelque chose pour atteindre un objectif, et que ce n'est pas atteint, ça veut dire qu'il faut revoir. Toujours est-il que dans d'autres pays, que ce soit pour reprendre la Côte d'Ivoire, il y a un événement là-bas qu'on appelle la CGCI Academy. En France, vous avez, aujourd'hui c'est la REF, les rencontres des entreprises françaises, tous les ans. À l'UTICA, en Tunisie, il y a également un événement annuel. Au Maroc, il y a un événement annuel. Ces événements sont organisés par le patronat. Et c'est l'État qui est invité à présider. Donc la différence, justement, cette fois, c'est que nous allons, justement, c'est nous qui devons être à l'initiative, c'est nous qui devons inviter. Et cet événement devrait se passer à Yaoundé, pas à Douala. Parce que l'une des missions fondamentales du patronat, c'est d'interagir avec les pouvoirs publics. Douala, on ne va pas faire de l'entre-soi. C'est porter nos problématiques à Yaoundé, donc discuter avec eux. Ça donne la flexibilité au pouvoir public de venir le matin inaugurer, de venir le lendemain clôturer, parce que c'est dans la même ville. Lorsque c'est déplacé, vous savez, il faut beaucoup d'autorisation. Je ne veux pas citer ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, il faut rendre les choses plus flexibles, leur donner également la possibilité d'interagir de manière plus aisée. Donc, c'est donc nous qui devons organiser cet événement-là. Il ne s'agit pas seulement de faire un événement. Nous ne sommes pas une structure événementielle. Ce sera d'abord le point d'orgue du dialogue public-privé, à ce moment-là, de tout ce qu'on aura eu à faire, puisque nous voulons mettre en place, repenser notre dialogue public-privé, mettre en place des éléments qui ont des matrices dans lesquelles il y a un certain nombre de sujets qui concernent les entreprises, et ça va être le point d'orgue du rendez-vous de cela. Et puis, c'est une rencontre qui va donc mettre en relief des experts sur certains sujets, des benchmarks, comment ça se passe ailleurs sur certains sujets. Donc, tout ce que je vous dis, c'est que nous n'allons pas inventer la roue. Nous allons voir ce qui se passe ailleurs et puis enfin venir le faire chez nous. Mais ça ne doit pas se faire à Douala, même si Douala est la capitale économique. Mais il s'agit de faire bouger les choses sur le plan administratif. Ça doit se passer à Yaoundé et on le fera tous les ans. Donc, voilà ce que je voulais dire dans l'esprit, dans l'orientation et dans la vision que nous avons avec cet événement que nous espérons qui est différent de ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai effectivement vu dans les réseaux sociaux
ces lettres ouvertes d'ailleurs. Je ne sais pas, je me suis senti pousser les ailes en me disant, mais dis donc, si je peux régler aussi les problèmes environnementaux, Mais bon, écoutez, les gens sont libres de faire, je serais curieux de savoir sur quel, moi, il faut aussi, quand quelque chose est sérieux, ce n'est pas en faisant des réseaux sociaux que si on doit se passer le temps à lire ce qui est dans les réseaux sociaux, je pense que si c'est basé sur une étude claire, je serais curieux de la voir. À ce moment, je pourrais mieux me prononcer et voir qu'est-ce que je peux faire. Mais je ne peux pas me prononcer sur une lettre que j'ai vue dans une lettre ouverte qu'on a publiée dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire de commentaires, même si dans le fond, le problème de la RSE est fondamental. Les problèmes de plastique, je pense que le Cameroun a d'ailleurs pris des mesures. Je dirais même, on a pris un marteau pour tuer une mouche. Parce que on est dans une dynamique mondiale en disant, voilà, le plastique, il faut faire recycler, il faut... Mais, mes amis, construisons d'abord notre économie. Donnons-nous d'abord les moyens. Produisons suffisamment. D'accord, ils polluent. Mais le plus grand pollueur, c'est les États-Unis, c'est la Chine. C'est eux d'abord ici. Nous sommes les derniers. Ça n'enlève rien à ce que effectivement on peut mieux faire. Mais ce n'est pas là sur lequel on doit focus notre énergie, c'est de créer la richesse, d'éviter que les gens s'alignent à des kilomètres pour demander des visas pour aller dans, je ne veux pas citer le pays, parce qu'il faut donc créer l'emploi, à cela leur donner l'espérance. Notre pays, nous qui envoyons nos enfants à l'étranger, qui avons la chance, on doit pouvoir leur dire rentrez. Rentrez. Et c'est donc créer cette richesse-là, cet environnement-là. On comprend très bien la problématique de la RSE, c'est un problème. Et qui, malheureusement, ce n'est pas apporté par les PME. Aujourd'hui, 99% de notre tissu, c'est les PME. Ils souffrent, ils ont des problèmes existentiels. Les grandes entreprises font déjà beaucoup de choses en ce qui concerne la RSE. Ils peuvent faire davantage. J'espère ne pas trahir l'esprit des membres qui sont sur la liste. J'en suis que le porte-parole. Nous avons présenté cette liste dans un contexte économique particulièrement préoccupant, d'incertitude, d'appréhension et d'un avenir incertain, je dirais même d'immobilisme. Et nous avons une liste qui regroupe, c'est la liste la plus puissante, la plus diversifiée qu'on ait eue. Et pour une fois, nous avons véritablement l'impression d'avoir le Cameroun à l'unisson. Dans cette liste, elle regroupe les grandes, les très grandes, les moyennes, les très petites, et quasiment tous les secteurs sont là. Nous voulons véritablement être cette organisation incontournable. Le JICAM à l'époque était déjà une organisation la plus importante, c'est un fait, mais elle était importante, elle avait une perception de quelque chose qui ne nous appartenait pas. Créé en 1957, je pense que je n'étais même pas encore programmé à la naissance. Et cette perception, on l'a portée, et c'était difficile avec les acteurs nationaux.
perception de grandes entreprises, des très grandes. Pourtant, de l'autre côté, le secteur, ce qui n'était pas toujours vrai, de l'autre côté, il y a les PME qui représentent 99%, qui sont peut-être les salariés. Donc, la première vision est de montrer que d'offrir au Cameroun, à l'État, à la communauté des affaires, une organisation qui se veut l'organisation pas unique parce que les gens peuvent toujours créer des choses, mais je dirais incontournable dans le cadre de dialogue public-privé et des solutions apportées aux entreprises. Le patronat du GECAM d'aujourd'hui se veut la solution aux problèmes des entreprises. Le GECAM d'aujourd'hui se veut le pourvoyeur de propositions concrètes pour développer notre pays, pour faire en sorte que le Cameroun soit véritablement le moteur de la sous-région. Le GECAM se veut cette structure-là qui ne fait pas de la coopération, qui ne fait pas du syndicalisme, parce que quand on parle de syndicalisme, ce qu'on défend seulement, ça court, mais derrière, nous voulons l'intérêt de notre pays. Parce que pour faire gagner le Cameroun, il faut faire gagner l'entreprise. Donc nous voulons bâtir une fondation, puisque nous sommes en train de créer une nouvelle structure, une fondation forte, puissante, qui va résister justement à tout soubresaut. Une fondation qui ne va pas dépendre des personnes, parce que nous sommes appelés, nous, qui avons créé, à transmettre ça aux autres, qui devraient demain. Et pour cela, nous avons besoin de mettre en place une structure organisationnelle puissante, donner les moyens à cette structure de fonctionner, parce que derrière, il faut des moyens. Nous avons un rôle, pas seulement une mission économique, mais nous avons des missions de service public importantes. Pour cela, il faut avoir des moyens. On parlait tout à l'heure de cet événement, ça coûte, il faut pouvoir l'organiser. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit dans mon discours, on doit être en relation, en partenariat avec les pouvoirs publics. Il faut recréer cette confiance et faire en sorte que le chef d'entreprise ne soit plus regardé comme, c'est pas une défiance, comme un bandit, comme quelqu'un qui gruge le fisc. Et puis, c'est pour ça que nous voulons donc être cet influenceur positif des textes de l'État. Le mot influenceur aujourd'hui a une connotation assez bizarre, mais nous devons influencer, nous devons forcer à ce que les textes qui sont mis en place, en œuvre, soient faits pour que ce soit applicable pour le bien de l'entreprise et de l'État. Et non des textes souvent par embuscade, où derrière, on cherche la malice. Donc, notre vision vraiment est de construire avec l'État, ne pas donner à l'État la possibilité de se dire avec qui je vais pouvoir discuter. Si demain l'État n'a pas vu le GECAM, il ne dira pas qu'il a vu le secteur privé. Le secteur privé, c'est nous qui créons la richesse. Le secteur privé, c'est le GECAM et pas autre. Voilà ce que nous voulons pouvoir impulser dans la tête, non seulement des partenaires de développement, non seulement de l'État, comme dans notre pays, l'État a un interlocuteur principal. En France, comme on aime bien le prendre, c'est le MEDEF. En Côte d'Ivoire, c'est la CGCI. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres. Mais nous également, nous ne sommes pas dans une démarche hégémonique. On veut travailler également avec les autres pour qu'ensemble, le discours du secteur privé soit
pris en compte. Que ce ne soit plus une option, mais que ce soit une exigence commune pour l'État de dialoguer avec le GECAM. Voilà la vision que nous voulons avoir. C'est pour ça que nous avons réuni autour de nous toute cette force commune. Pour qu'on ne dise pas, vous n'avez pas pris en compte la PME, vous n'avez pas pris en compte tel secteur. Tout le monde est donc autour de la table. Il sera donc difficile de ne pas discuter avec nous. Il sera donc difficile pour une entreprise qui se veut sérieuse de ne pas venir adhérer au GECAM et honorer également ses engagements quand il est membre. Je pense que quand vous êtes dans les tontines, vous payez. Donc, à plus forte raison, lorsque vous êtes membre d'une association, il faut pouvoir assurer cela parce que c'est pour les charges de fonctionnement